Avait à cœur de vous proposer le thème du grand âge embarqué au cœur de l'université, car la Fondation est au croisement des enjeux sociétaux qui sont liés au grand âge, à la jeune génération, aussi à l'aidance, à l'entreprise et le territoire. En effet, la jeune génération, elle peut être éloignée de ses aînés et de toutes les questions relatives au grand âge. Alors, bien qu'elle sera concernée dans un avenir, dans son plus tard, dans ses métiers et dans sa vie, euh, l'aidance aujourd'hui, on peut dire qu'elle concerne toutes les couches de la société, à commencer par nos étudiants, dont 15% d'entre eux sont aidants, mais aussi les salariés de nos entreprises et tous les profils de la société. Et puis aussi, on a le territoire et les acteurs économiques qui perçoivent ces questions autour du grand âge et on encore cherche à s'adapter à cet accompagnement grandissant. Alors juste pour ancrer quelques données qu'on peut retenir sur ces perspectives d'avenir, aujourd'hui, le grand âge concerne 20% de la population. On dit que d'ici 25 ans, nous aurons 700 000 personnes supplémentaires en perte d'autonomie et pour lesquelles on aura un besoin qui va augmenter de 50% en ce qui concerne l'accueil et l'accompagnement de ces personnes. Et voilà, en 2052, on dit qu'il y aura 2,8 millions de seniors dépendants à accompagner. Alors, pour aborder ces sujets, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Clotilde de Bretagne, qui est secrétaire générale de l'association Centre Ferron-Vro, pardon, et qui, par l'exemple de son association, va illustrer les interactions en fait possibles entre les générations et l'université plus largement. Donc, bienvenue à toi. Merci d'être là, Clotilde. Alors, est-ce que tu peux nous dire qui es-tu et voilà, et puis nous dire quelle est ta mission au sein de l'association? Oui, merci Diane. Bonjour à tous. Déjà, merci beaucoup à toi Diane d'animer ce webinaire et à la Fondation de nous donner la parole pour avoir l'occasion de montrer à quel point nos EHPAD sont ancrés au sein de l'université. Moi, j'ai travaillé pendant plus de 20 ans dans l'univers des médias, plus particulièrement sur des missions commerciales. Et puis, comme toute bonne personne avec une crise de la quarantaine, je me suis dit que j'avais plutôt envie de m'orienter vers un projet un peu plus porteur de sens. Donc, je ne viens pas du tout du milieu associatif ou du médico-social, mais je suis assez sensible pour des raisons très personnelles aux enjeux du vieillissement et consciente de cet enjeu de société. Et donc, j'ai eu l'occasion en fait de rejoindre Ferronvro il y a maintenant un peu plus de 3 ans. Et donc, mon rôle concret au sein du siège de l'association, et évidemment aux côtés de Bertrand Daban, qui en est le directeur général, c'est vraiment d'aider nos directions d'établissement à piloter leurs établissements, à les développer, à harmoniser les pratiques. Et pour ce faire, en fait, je peux m'appuyer sur des experts au siège, sur des sujets évidemment RH, finance, qualité, communication, le patrimoine aussi et la sécurité des biens et des personnes, évidemment. Et enfin, les moyens généraux et les achats. Donc vraiment, l'objectif, c'est d'apporter toutes ces expertises à nos directeurs d'établissement et évidemment de développer les liens avec l'université. Merci, Clotilde. Et donc, un peu pour encore poursuivre cette introduction, on pourrait se demander pourquoi la Fondation propose ce terme aujourd'hui. En fait, il se trouve que l'Université catholique de Lille, en plus d'être une fédération d'établissements, de facultés et de grandes écoles, elle comprend depuis sa création des établissements de soins et de santé dans son périmètre. Aujourd'hui, du fait de son développement, elle compte 3 hôpitaux, 5 EHPAD, 3 maisons des aidants, et puis de l'habitat accompagné aussi avec l'association Centre Ferronvro. Donc c'est véritablement ce qui fait la singularité de notre université. Et donc pour ça aussi, Clotilde, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus et nous présenter l'association Centre Ferronvro? Oui, bien sûr. Tu en as déjà dit quelques mots en parlant du coup du périmètre global de l'association. Ferronvro aujourd'hui regroupe 5 EHPAD. Ça, c'est notre activité principale, bien sûr. Ça représente environ 700 lits. Quand on parle de lits, c'est de l'hébergement permanent, mais aussi de l'hébergement temporaire et des places d'accueil de jour.
Ces EHPAD sont sur la métropole lilloise, il y en a 3 comme vous le voyez à l'écran, et 2 sur le Pas-de-Calais, plus précisément sur la Côte d'Opale. On parle de 700 lits et places, mais compte tenu du taux de rotation de nos EHPAD et de la durée moyenne de séjour qui baisse de plus en plus, c'est plus de 1000 personnes en fait différentes chaque année qui intègrent et qui passent par nos établissements. Aux côtés de ces EHPAD, on a développé des solutions et des services complémentaires pour nous permettre d'avoir une vision un peu plus concrète, on va dire, des parcours de vie des personnes âgées dépendantes et de leurs aidants. Donc, en effet, 3 maisons des aidants dont le rôle, c'est vraiment d'accompagner les aidants familiaux qui ont un proche en perte d'autonomie à domicile, souvent d'ailleurs atteint d'une maladie neurodégénérative. Et nos équipes des maisons des aidants leur apportent de l'information, du soutien, les conseils et les oriente. Et c'est à peu près 3000 aidants par an qui sont accompagnés par ces 3 maisons. Ils proposent aussi du relayage à domicile pour permettre évidemment aux aidants d'avoir un peu de temps pour souffler dans cette tâche difficile. Et puis, on s'est aussi positionné sur l'habitat, alors avec de l'habitat accompagné et avec de l'habitat inclusif. Aujourd'hui, ça concerne 90 logements, en gros, sur la métropole lilloise. 80 logements où on apporte vraiment un service d'accompagnement pour vérifier que le logement est toujours adapté au vieillissement à domicile et un logement inclusif de 10 personnes. Ok. Et est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu plus le lien, d'où vient le lien avec l'université, et puis aussi pourquoi on parle d'EHPAD universitaire? Bien sûr, on parle d'EHPAD universitaires parce que l'histoire en fait de Féronvreau et de l'Université catholique de Lille est vraiment une histoire commune. Ça, c'est un peu finalement le point de départ. À la fin du 19e siècle, en fait, Mère Saint-Paul, qui est vraiment la fondatrice de notre association, a voulu œuvrer auprès des plus démunis en créant des asiles, ce qu'on appelait à l'époque des asiles pour idiotes et incurables. Et pour justement pouvoir développer cette œuvre, en fait, elle a pu s'appuyer sur le soutien financier et la confiance en fait de Camille Féronvreau, qui est également un des fondateurs de la Cato. Et d'ailleurs, on porte aujourd'hui encore le nom de l'association de Féronvreau. Et c'est vraiment ces asiles qui sont finalement un peu à l'origine de notre association et donc de nos EHPAD aujourd'hui. Et alors, aujourd'hui, en quoi la vocation de Mère Saint-Paul, elle est toujours à l'œuvre? Parce que- Bah, elle est toujours à l'œuvre parce que notre mission principale, c'est vraiment d'accueillir les personnes les plus diminuées, les plus démunies. Donc, la vocation de Mère Saint-Paul est toujours ce qui nous guide. C'est la philosophie de notre association. On est une association à but non lucratif, donc on ne fait pas de bénéfices. Et toutes nos places d'EHPAD sont habilitées à l'aide sociale. Donc, notre souhait, c'est vraiment d'accueillir la plus grande vulnérabilité, qu'elle soit physique, financière, sociale, psychologique. Et on porte une attention d'ailleurs assez particulière au dossier. C'est terrible de dire ce mot-là, mais voilà, ça s'appelle comme ça dans notre jargon, aux dossiers qui sont refusés ailleurs. Il nous arrive très souvent d'avoir des demandes de résidence, en fait, qui sont refusées dans énormément d'établissements publics et qui arrivent chez Féronvreau et que nous, on fait le choix d'accueillir. On a aussi à cœur d'accompagner évidemment chacun dans son intégralité, le respect de la personne dans sa dignité et dans toutes ses dimensions. C'est la première valeur qui est inscrite à notre projet associatif et c'est évidemment du coup ce que souhaitait Mère Saint-Paul. Ok. Et Cependant, oui, non, 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 pardon, j'allais t'inviter à nous refaire le lien avec l'université euh, et les liens avec. oui, oui, parce que c'est vrai que l'histoire commune, c'est une bonne base, mais ça peut sembler anecdotique aujourd'hui. Ce qui guide vraiment le lien entre notre association et l'université, c'est pas juste en fait un lien symbolique, c'est pas juste un rattachement, c'est plutôt une articulation qui est assez rare au niveau national et qui est très structurante. Et en fait, c'est vraiment la singularité institutionnelle dont tu parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que nous faisons travailler ensemble des hôpitaux, des établissements médico-sociaux, une université sur toute la chaîne du soin et de l'accompagnement. Et en fait, c'est pas neutre parce que c'est une nouvelle manière de penser l'accompagnement du grand âge et de relier pleinement cet accompagnement aux missions de l'université qui sont former, chercher et servir. Et la raison, c'est que le grand âge est vraiment au cœur
des grandes questions de société. Ça aussi, tu l'as évoqué. Le grand âge, c'est le vieillissement, c'est la dépendance, c'est les sujets de fin de vie, c'est la place des aidants, c'est aussi l'attractivité des métiers du soin qui est vraiment problématique. Et du coup, ce ne sont pas des questions qui sont seulement médicales ou sociales, ce sont des questions humaines, éthiques, organisationnelles également et politiques. Et c'est bien pour cela qu'elles ont toute leur place en fait dans une université. Et Merci. du coup, oui, Diane? Non, non, vas-y, je te laisse poursuivre, pardon. Ce que recouvre en fait notre projet d'EHPAD universitaire, alors ça peut sembler un peu réducteur, hein, le mot EHPAD universitaire, parce que vous l'avez compris, on a aussi des services associés et qui eux aussi s'universitarisent. En fait, pour l'université, ça veut dire disposer d'un terrain réel, quotidien et au contact de la vulnérabilité. Pour le centre Ferronvro, ça signifie ne pas être seul au défi du grand âge. Et du coup, cette alliance concrète entre nos structures, elle nous permet de développer un environnement en fait favorable à des projets intégrés, allant évidemment de la recherche à la formation et au terrain et dans les deux sens. Et ceci, c'est vraiment fidèle à la culture du prendre soin de l'université, je pense, et utile à la société. Du coup, parler d'EHPAD universitaire, en fait, c'est ni un label, ni un laboratoire de recherche un peu déconnecté du réel, ni une abstraction, mais c'est vraiment ce souhait de participer pleinement aux 3 missions universitaires que vous voyez affichées ici et qu'on développera tout à l'heure. Former en premier lieu parce que reconnaître l'EHPAD comme lieu d'apprentissage à part entière, au-delà évidemment d'accueillir des stagiaires ou des alternants, ça nous permet de développer des coopérations pédagogiques concrètes. Chercher, c'est produire des connaissances et faire de la recherche, mais par une recherche-action utile, qui part du terrain, qui répond à des besoins réels et qui améliore directement l'accompagnement avec évidemment une exigence d'éthique et d'utilité. Et puis servir la société parce que on a à cœur d'engager évidemment nos professionnels, mais aussi les étudiants au contact des personnes âgées pour nourrir la citoyenneté et les liens intergénérationnels. Et enfin, cette approche, du coup, d'EHPAD universitaire, elle est interdisciplinaire et elle est éthique parce que le vieillissement ne concerne jamais une seule discipline et que ce vieillissement, il permet justement de croiser les regards à la fois des soins, des sciences humaines, du droit, de l'ingénierie et du management. Et ceci, ça nous permet de mieux comprendre, de ne pas réduire la personne à une pathologie, de travailler sur les questions du sens de la vie à cette étape un peu compliquée qui amène les personnes âgées dépendantes dans nos structures. On touche aussi aux questions des libertés, du consentement, de la responsabilité, qui sont vraiment au cœur de nos établissements, du développement des technologies. Évidemment, on parle beaucoup de l'EHPAD 4.0, mais des technologies utiles avec une exigence éthique. Et puis, ça nous permet aussi de challenger nos modes de management et nos pratiques. Et avec un enjeu fort, c'est de réfléchir à l'évolution des métiers du soin et du coup aux métiers de demain. Merci Clotilde. Et justement, si en reprenant les missions de l'université qui sont former, chercher, servir, est-ce que tu pourrais nous donner des exemples concrets? Par exemple, à commencer par former. En quoi l'association Centre Ferronvro est un lieu d'apprentissage, par exemple pour les étudiants? Oui, évidemment, je disais tout à l'heure, on accueille des stagiaires dans beaucoup de disciplines, la médecine, les infirmiers, les aides-soignants, les psychologues, les travailleurs sociaux. On accueille aussi des alternants d'ailleurs, en communication ou en direction d'établissement. Mais ce qu'on cherche aujourd'hui, c'est à aller plus loin avec un accompagnement renforcé, et du coup, de devenir un acteur essentiel de la formation, universitaire et que l'expérience terrain, elle se transforme en outil de formation. Et l'intérêt, c'est aussi que ce sont nos professionnels qui se transforment finalement en formateurs et qui du coup transmettent leurs expertises et leur savoir-faire aux étudiants. Alors pour parler de cette coopération pédagogique assez inédite, en fait, on a
choisi d'illustrer, de prendre 3 exemples, mais sincèrement, c'est impossible d'être exhaustif. Le premier exemple, c'est la formation des étudiants de l'IFAS, donc rattachés à la fac de médecine, c'est-à-dire nos futurs aides-soignants. Cette formation, elle se passe en partie in situ à l'EHPAD Saint-Antoine de Padoue, à Lille. Par exemple, au mois de janvier, on a accueilli 2 fois par semaine, pendant tout le mois, 50 étudiants qui, du coup, ont eu au sein de Saint-Antoine des cours magistraux, des travaux dirigés, des travaux pratiques. Et tous ces cours et ces travaux ont été co-conçus par les équipes de Saint-Antoine et par les responsables pédagogiques de l'IFAS. Et donc, ils ont été évidemment dispensés aussi par nos professionnels. Et ça touchait en fait à des thématiques clés de leur premier module de formation, qui est l'accompagnement des personnes dans les actes essentiels de la vie quotidienne et de la vie sociale, donc en passant par la toilette, l'incontinence, la dignité, etc. Un autre exemple, c'est la formation que l'on a mis en place pour épauler ESLIL dans la formation des étudiants de Master 2 de management justement des établissements médico-sociaux. Ces étudiants, depuis 2 promotions, ils sont formés par nos salariés. Parfois, les cours ont lieu également à Saint-Antoine et sur des modules de prévention des risques professionnels. On a 4 salariés qui, du coup, forment les étudiants, une directrice d'EHPAD, le responsable qualité, gestion des risques et vigilance de l'association, le responsable patrimoine et sécurité, évidemment, et un ergothérapeute. On développe aussi avec ESLIL, et c'est mon 3e exemple, un projet assez sympa, beaucoup plus récent. Donc, on espère qu'il va voir le jour à la prochaine rentrée universitaire. Et celui-ci, il se développe avec notre EHPAD Notre-Dame de Boulogne, donc à Boulogne-sur-Mer, sur une nouvelle façon d'apprendre. En fait, on est en train de produire des contenus de formation immersifs, c'est-à-dire des capsules vidéo en réalité virtuelle qui, du coup, vont permettre aux étudiants d'être confrontés à des situations réelles en EHPAD. Ces situations réelles, elles sont proposées par nos salariés et par nos résidents. Et donc, ils se transforment même en scénaristes et en acteurs. On a déjà eu une journée de tournage et il y en a plusieurs à venir. Et ça va permettre, en fait, aux étudiants, du coup, avec ces casques de réalité virtuelle, de s'imprégner vraiment du monde de l'EHPAD, de vivre une balade immersive dans la structure et de vérifier leurs réactions par rapport à des situations réelles, évidemment avec un objectif principal qui est de promouvoir la bientraitance et de lutter contre la maltraitance, et avec voilà plein de scénettes imaginées par nos salariés et nos résidents. Et d'ailleurs, une petite question, un petit pas de côté. Comment vivent les salariés et les équipes à participer à ces projets pédagogiques? J'imagine que ça doit être différent, ça doit un petit peu changer de ce qu'ils ont l'habitude d'expérimenter, non? Oui, alors ça change. C'est une organisation parce que parfois il faut que nos salariés du coup de Boulogne-sur-Mer viennent à Eslil pour du coup travailler justement sur le projet avec des étudiants, mais les étudiants viennent aussi à Notre-Dame de Boulogne pour justement les tournages. Et en fait, honnêtement, c'est une vraie joie pour nos salariés parce que justement ça les change de leur ordinaire, ça leur permet de vivre autre chose et qu'ils ne vivraient pas ailleurs qu'en étant rattachés à la Cato. Et nos résidents, en fait, sont hyper heureux de se prêter au jeu, d'être en lien avec cette jeune génération et de jouer ce rôle justement de scénariste, d'acteur. Alors parfois, ils oublient un peu qu'ils sont dans un rôle, mais c'est justement l'intérêt, c'est qu'ils témoignent de situations réelles aussi. Et les résidents, en fait, peuvent aussi du coup exprimer parfois des difficultés. Un des exemples, c'est que une fois, un résident avait rendez-vous avec sa famille pour aller déjeuner et voilà, la communication s'était mal faite, on avait oublié, donc ce résident n'était pas prêt au moment où sa famille venait le chercher et donc ça a été une des situations que ce résident a proposé de travailler justement en scénette pour dire, bah voilà, en tant que directeur d'établissement, de futur directeur d'établissement, comment vous réagiriez face à ça. Donc c'est intéressant, vraiment. Tout le monde est partie prenante. Euh, Exactement. et donc, pour la formation aussi, est-ce que on peut se former tout au long de la vie? Enfin, j'entends par là ce qui est une proposition sur la formation continue ou la formation des salariés, par exemple. Oui, clairement, ça c'est ce qu'on développe aussi de plus en plus. Évidemment, au sein de l'université, il y a des formations diplômantes qui existent, qui sont très adaptées et qu'on incite nos professionnels à faire. Je pense par exemple au diplôme universitaire en soins palliatifs
ou encore au diplôme universitaire sur l'éthique de la santé. Euh, mais ce qu'on développe aussi davantage, ce sont des formations co-conçues, là encore, avec les équipes de la Cato et qui soient réellement différenciantes, qui permettent à nos salariés de développer leurs compétences et de prendre confiance sur des sujets parfois difficiles. C'est le cas de l'accompagnement de la fin de vie. On a développé tout un programme sur mesure avec 2 salariés justement formés au DU des soins palliatifs de Saint-François-de-Sales et avec le laboratoire Ethics. Et du coup, on a 3 jours de formation vraiment sur mesure qui mêlent à la fois des apports théoriques et une approche éthique pour libérer les questionnements des soignants sur ce sujet de la fin de vie et leur permettre d'approfondir leur accompagnement. On travaille également avec Paolo Rodriguez sur l'accompagnement de la spiritualité de façon un peu différente. On organise dans nos structures des conférences et des ateliers qui sont d'ailleurs à destination des professionnels, mais aussi des familles de résidents, pour mieux appréhender justement la souffrance et l'accompagnement, parce qu'on sait qu'accueillir, en fait, apprendre à accueillir la parole et les doutes, avec à la fois du respect et du discernement, eh ben, ça renforce le sens du soin et la qualité justement des liens entre les résidents et le personnel soignant. Et ça permet de donner des armes, en fait. Le fait de reconnaître la complexité des enjeux existentiels qui sont la solitude, la finitude, l'incertitude, ça leur permet vraiment d'identifier les interventions à mettre en place. On ne va pas les transformer en accompagnateurs spirituels, mais plutôt en détecteurs en fait de besoins. Et enfin, un exemple qui a rien à voir, mais qui est intéressant aussi et que j'ai choisi de vous mettre en avant, euh, concerne l'accès aux droits des résidents. Alors ça, c'est un projet qu'on a développé avec la faculté libre de droit et les étudiants en master 2 en droit et en pratique du notariat. On a 30 étudiants donc en droit qui ont été accueillis à Notre-Dame de l'Accueil cette année et qui sont venus rencontrer des résidents et leurs proches pour les informer sur leurs droits. Leurs droits en termes de protection juridique, ce qu'on appelle la tutelle, la curatelle par exemple, leurs droits sur la fin de vie, leurs droits sur la succession, la transmission du patrimoine. Et du coup, ces étudiants ont même élaboré un guide pour les proches. Et le projet continue en 2026 parce que l'objectif, c'est que ces étudiants reviennent former là nos professionnels sur le consentement et sur les mesures de protection juridique. Donc vraiment, toutes ces collaborations et cette coopération, on va dire, pédagogique, elle met en lumière le fait que on souhaite transformer nos structures comme des lieux d'apprentissage, des lieux de transmission, des lieux de professionnalisation et des lieux d'excellence. C'est vraiment l'objectif de cette première mission, on va dire. Ok. Donc, c'est une belle diversité de formations et de publics finalement sur ce volet-là. Pour aborder aussi un deuxième volet de la mission de l'université qui est recherché, est-ce que tu peux nous dire en quoi l'association est un terrain de recherche? Est-ce que tu as des exemples de projets qui ont été réalisés? Oui, j'en ai, et c'est là aussi c'est compliqué d'être exhaustif, donc j'ai choisi de zoomer sur des projets et des projets en devenir. En fait, on considère évidemment que nos structures sont des lieux d'observation, d'expérimentation et de réflexion sur beaucoup de sujets, l'organisation du soin, les métiers, comme je le disais tout à l'heure, les technologies utiles, mais en tenant compte de leurs limites, la qualité de vie au travail, l'accompagnement de la fin de vie. Et l'objectif, et c'est vraiment notre point de vigilance, c'est qu'on souhaite que la recherche parte de besoins réels et qu'on puisse piloter les sujets de façon équilibrée avec l'université. C'est-à-dire sélectionner vraiment de façon responsable les sujets pour qu'on reste ancré dans notre réalité, que ça serve à améliorer directement la qualité de l'accompagnement. Et surtout, nous, on doit s'assurer qu'aucune démarche ne vienne fragiliser notre mission première d'accompagnement. Alors, dans les sujets déjà étudiés, il y a des sujets de médiation, notamment des sujets de médiation animale avec Animepad, qui du coup est un projet toujours en cours, mais dont le premier axe a été de mesurer l'influence des animaux de compagnie sur la santé, sur le réseau social et sur le bien-être des résidents et soignants en EHPAD. Parce qu'on sait qu'en fait, enfin, ça prouve, mais on s'en doutait, mais tout ça, ça vient objectiver. On sait qu'interagir avec un animal, eh ben, ça permet de réduire le stress, l'anxiété et le sentiment de solitude des personnes âgées. Et ça favorise aussi leur sensation de bien-être et du coup leurs échanges sociaux. Parce que ça permet de créer du lien avec les proches.
et avec les aidants. On s'est aussi penché sur le bien-être des soignants et du coup l'absentéisme, avec une étude qui a été menée auprès des soignants de Saint-Antoine de Padoue et qui révèle, sans trop de surprise, que les deux prédicteurs de l'absentéisme à 3 mois, ce sont l'équilibre perçu entre la vie professionnelle et la vie personnelle et l'adéquation de la rémunération perçue par le soignant. Mais ce que ça révèle et qui est très intéressant, c'est que ça nous permet d'évaluer dans quelle mesure est-ce que le fonctionnement collectif au sein des équipes affecte le comportement des soignants au travail. Et ça, c'est vraiment un sujet actuel, compte tenu des enjeux de la qualité de vie et des conditions de travail, de la fidélisation de nos équipes et de l'attractivité de nos métiers. Enfin, troisième exemple qui n'a rien à voir, la robotique. À Notre-Dame de l'Accueil, l'année dernière, l'EHPAD a été un terrain d'expérimentation pour une thèse sur la navigation robotique consciente en milieu humain, c'est-à-dire la planification et la mobilité de robots dans le contexte sensible de l'EHPAD, avec une approche très attentive sur l'accessibilité, juste l'acceptabilité, pardon, humaine et éthique. Donc, comment est-ce que résidents et soignants se positionnent et acceptent des robots qui viennent circuler dans les établissements. Et on est plutôt parti sous l'angle des robots de service, en réfléchissant aussi avec les équipes et avec les résidents à l'utilité du développement des robots en EHPAD qui du coup doivent venir aider les soignants dans leurs tâches quotidiennes, donc pour par exemple le ramassage du linge, la distribution des plateaux repas ou encore l'apport de médicaments par exemple. Ok. Donc là aussi, des beaux projets bien variés. Mais est-ce que vous avez d'autres projets dans vos dossiers que vous nous aimeriez développer? J'imagine que vous devez en avoir plusieurs. On en a plein. Et c'est ça qui est compliqué, c'est de faire le choix, en fait, de prioriser. Il y a clairement deux axes forts qui vont un peu, on va dire, orienter les prochains sujets. Un axe autour de l'EHPAD 4.0 avec une approche éthique des technologies. On a des projets, par exemple, avec l'école du numérique pour la création d'un jumeau numérique d'un EHPAD. Et puis, on a bien sûr des projets, enfin, il faut qu'on adresse le sujet de la santé et du vieillissement en lien étroit avec la gériatrie, Mhm. pour bien appréhender comment vont évoluer les populations futures qui vont être accueillies dans nos EHPAD et du coup quels seront leurs besoins. Déjà, comment est-ce qu'on doit faire évoluer nos EHPAD et quelles sont les solutions annexes qu'on doit développer pour justement d'autres formes d'habitat et le maintien à domicile. Ça, c'est vraiment, je dirais, les deux enjeux principaux. Là, j'ai zoomé sur trois projets parce qu'on les a déjà initiés. À Saint-François-de-Sales, on cherche à mesurer l'efficacité d'une procédure d'aide à la mise en place de soins anticipés chez les résidents parce qu'on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, il n'y a qu'un résident sur deux qui a une personne de confiance nommée et il y a moins d'un résident sur 10 qui participe à un plan de soins anticipé. Et donc, l'ACATO réfléchit à un nouvel outil qui viendrait supplanter les outils légaux existants et qui serait facilitateur et vraiment un outil de communication finalement sur ces sujets-là pour la famille aidante, le médecin traitant et l'équipe de soins. Euh, à la Sainte Famille, donc notre EHPAD à Marquise, on a eu la chance d'avoir un infirmier qui s'est formé en pratique avancée. Et du coup, on cherche à objectiver le fait de voir comment est-ce que l'intégration d'un IPA en EHPAD peut aider à la fluidité des soins et donc à la coordination, à la prévention et permet aussi d'éviter des hospitalisations de certains résidents. On est certain qu'il va y avoir une pénurie de médecins coordonnateurs en EHPAD dans les années qui viennent. Il y en a déjà une. Et du coup, comment est-ce que ces IPA peuvent vraiment fluidifier le parcours de soins? Et puis le dernier exemple, c'est sur les fauteuils connectés. Donc c'est la suite logique de la thèse faite à Notre-Dame de l'Accueil, où là, on va vraiment chercher à analyser le flux des personnes en fauteuil roulant en EHPAD. La première étape, c'est ça, avec un étudiant ergonome qui va étudier cet aspect. Donc, Merci voilà, pour beaucoup de ces projets. exemples. Oui, beaucoup de projets et j'imagine que il y en a encore beaucoup d'autres. Là aussi, pour en revenir encore à la mission de l'université, est-ce qu'on peut aborder aussi le troisième volet qui est servir? Est-ce que tu peux nous dire par quoi cela se traduit? Et
comment ça engage les étudiants au sein de l'association? Alors, servir, c'est un sujet qui me tient évidemment à cœur, hein, parce que c'est un sujet sur lequel je me suis pas mal impliquée depuis mon arrivée chez Ferronvro. En fait, on cherche vraiment à développer une pédagogie de l'engagement pour permettre aux étudiants d'être au contact des personnes âgées et du coup former des étudiants qui soient plus conscients, plus engagés et qui justement nourrissent les liens intergénérationnels. Donc on parle plus d'apprendre sur, on va dire, des situations, mais d'apprendre au contact des personnes avec ces étudiants qui viennent rencontrer la vulnérabilité, réfléchir à leurs valeurs et donner aussi du sens à leur savoir. Il y a trois sujets que je voulais aborder aujourd'hui. Le premier, c'est le bénévolat et le service learning. Alors c'est vrai que depuis deux rentrées universitaires, on a énormément développé l'accueil d'étudiants bénévoles, quelle que soit leur formation d'ailleurs. La Cato nous a vraiment ouvert ses portes, les écoles et la rentrée justement des associations grâce à la fondation pour qu'on puisse justement avoir une visibilité et que les étudiants viennent à nous pour proposer leurs services. Et donc, ils viennent renforcer des animations, des sorties, mais certains viennent aussi rendre visite à des personnes qui sont plus isolées pour discuter, pour jouer aux échecs, à la belote, apprendre le tricot, par exemple. Et en fait, ces présences, elles sont vraiment précieuses parce qu'elles viennent en renfort vraiment des équipes soignantes et des animateurs. Elles permettent de travailler les liens intergénérationnels. Et on en a un peu parlé tout à l'heure avec la réalité virtuelle, mais c'est vrai que nos résidents, ils sont toujours curieux de rencontrer la jeune génération, de mieux les comprendre et aussi de leur transmettre en fait des conseils. Et c'est en ça que ça développe leur sentiment d'être encore utile en fait. Et le service learning qui a été développé par la Cato leur permet permet aux étudiants, par exemple, de s'engager de façon citoyenne pour 15 heures par semestre ou 30 heures par semestre. Ça fait partie de leur cursus obligatoire. Et en fait, ils ont un carnet de bord individuel qui leur permet de noter ce qu'ils vivent, de prendre du recul ensuite sur cette expérience, de relire leur parcours et leurs émotions avec leurs référents pédagogiques et de voir du coup en quoi cette expérience relationnelle les transforme et leur donne envie d'agir de façon différente ou pas. Un deuxième angle, c'est les projets encadrés par des responsables pédagogiques. Et donc là, on les initie, mais je pense qu'il y en a plein d'autres qu'on pourrait encore imaginer. J'ai choisi de mettre en avant l'exemple avec YouSchool et les étudiants qui sont en deuxième année de licence. On travaille avec leurs professeurs de gestion de projet. On les accompagne pour qu'ils arrivent à concevoir et à mettre en œuvre un projet au sein d'un établissement. Et donc là, clairement, on est un client. On a un brief et on va jusqu'à la commande et on suit du coup les étudiants dans tout ce parcours, évidemment de veille, d'analyse des besoins, d'élaboration de leur budget, de mise en œuvre de liens évidemment avec les équipes d'animation, de mise en œuvre du projet. Et donc ça nous a conduit à les accueillir pendant tout le mois de mars, toutes les semaines dans nos établissements et à aller jusqu'à une fête des voisins autour de la médiation animale à Saint-Antoine-de-Padoue ou encore à un bal du printemps organisé à Saint-François-de-Sales. Enfin, je ne pouvais pas terminer cette histoire de pédagogie de l'engagement sans vous parler de l'expérience vécue à Ecopos en octobre dernier. Donc Ecopos, festival de clôture de l'année des 150 ans de la Cato. Et ce festival Ecopos, en fait, il nous a permis d'avoir un stand présent pendant les 3 jours où nos professionnels étaient à l'animation et en fait, on avait un simulateur de vieillissement. C'est-à-dire qu'on a équipé plus de 100 personnes avec une sorte d'exosquelette et avec aussi des lunettes qui permettaient d'expérimenter ce que la vulnérabilité change dans les gestes de la vie quotidienne. Marcher, lire, manger, boire. On leur a même fait faire du vélo avec cet exosquelette. Et donc, c'est vrai que ça, c'est une nouvelle manière, finalement, de les éduquer au respect des personnes dépendantes. On leur passait ensuite un questionnaire pour voir ce que ça avait généré chez eux. Et cette prise de conscience, en fait, de la vulnérabilité, elle nous semble assez indispensable. Je parlais des personnes qui ont été équipées, mais il y a eu autant, évidemment, d'observateurs qui ont été touchés par cet atelier. Et donc, c'est vrai que toutes ces actions, ben, elles nous permettent déjà nous aussi d'avoir un regard neuf sur ce qu'on fait, parce que les étudiants communiquent beaucoup avec nous sur ce qu'ils ressentent dans les EHPAD, et puis à nourrir cette culture justement de transmission, notre propre rôle social.
Et donc, tout ce dont on a parlé là ce matin, en fait, ça nous a permis d'accueillir dans nos structures environ 250 à 300 étudiants en une année universitaire. Et on pense qu'on peut aller bien au-delà parce qu'il y a encore des métiers en fait qu'on touche pas encore ou des formations. Et donc, tous ces étudiants donc, qui passent la porte des EHPAD et des établissements de l'association, en quoi ça les transforme, tu penses? Qu'est-ce que leur expérience, qu'est-ce qu'ils vivent à vos côtés? Alors, clairement, ils sont assez unanimes pour dire que la majorité d'entre eux ressent une sorte de choc en arrivant en établissement. Beaucoup témoignent de ça en fait, soit parce qu'ils n'ont jamais poussé la porte d'un EHPAD, soit parce qu'ils ont une expérience eux-mêmes d'un grand-parent quand ils étaient plus jeunes et où ils étaient assez impressionnés. Et donc, ils viennent toujours dans nos établissements avec une boule au ventre. Enfin, je pense que j'exagère en disant toujours, mais c'est la majorité des étudiants qui parlent de ça. Ils y viennent pas avec grande joie. Même s'ils se disent que, ils vont peut-être voilà, ressentir un sentiment d'utilité. Et sincèrement, leurs témoignages à l'issue de ces rencontres sont très touchants et ils nous font comprendre que on a raison de faire ça en fait. Euh, que la philosophie en fait de l'Institut catholique de Lille, c'est de former des humanistes du 21e siècle à être justement acteurs d'un monde meilleur, et ben nous, on pense qu'en leur ouvrant la porte de nos EHPAD et en leur faisant vivre ces expériences, ça permet justement de leur rendre un peu plus, de les rendre un peu plus humanistes et certainement plus engagés, ou en tout cas avec une conscience de cet enjeu de société qui est le grand âge. Et du coup, j'avais mis de côté quelques verbatims d'étudiants que je peux vous partager en 2 minutes et qui montrent à quel point en fait ils peuvent être touchés. Donc un étudiant pardon, nous disait: ce que je pensais être une activité simple s'est révélé être une véritable leçon d'humanité, de patience et de présence. Cette expérience m'a permis de reconsidérer ma façon d'entrer en relation avec les autres. J'ai compris à quel point la disponibilité émotionnelle pouvait être un acte d'engagement. Elle m'a donné envie de m'impliquer davantage dans des projets à dimension humaine et sociale. On a une autre étudiante qui nous disait: cette expérience m'a permis de gagner en maturité, de sortir de ma zone de confort. Elle m'a aussi confirmé mon envie de m'orienter vers un métier où la relation à l'autre a du sens, où l'on peut agir à son échelle avec sincérité. Donc voilà quelques exemples et un dernier pour la route. C'est une étudiante qui nous racontait que rentrer dans un EHPAD pour la première fois l'avait vraiment bousculée. C'était un gros choc. Et elle racontait sa conversation avec une résidente en nous disant: c'était un véritable puits de connaissances, de sagesse, une véritable source de bonheur. Un EHPAD n'est pas une prison. Ce n'est pas un endroit où on dépose quelqu'un pour ne plus s'en occuper. C'est aussi une communauté, un espace de vie où chacun garde son importance. J'ai compris l'importance de la réciprocité plus que jamais, de l'entraide. C'est une expérience qui remplit de bonheur nos cœurs et ceux des autres. Donc on se dit que voilà, si on peut être un petit peu acteur de la transformation et de rendre nos étudiants encore plus humains et plus en lien avec les autres, en fait, on en fera des étudiants meilleurs et avec l'envie de construire un avenir, enfin de concevoir un avenir meilleur en tout cas. C'est recréer des liens entre les générations d'une certaine manière. En tout cas, tu nous as fait part de témoignages qui touchent au cœur, clairement. Euh, je suis désolée, on va devoir conclure bientôt avant de passer à l'étape des questions. Je voudrais juste te remercier, Clotilde, pour cette présentation. Aussi, je me permets de rappeler que tous les projets voilà, que tu as présentés existent grâce à la générosité des mécènes et philanthropes qui sont sensibles à la question du grand âge, de l'aidance, de la perte d'autonomie et puis de la démarche universitaire et de ses singularités, clairement. Donc, merci à ceux qui les soutiennent. Et puis, bon, on a compris, il y a bien plein d'autres projets encore à développer au sein de l'association Centre Frovro et avec les étudiants et l'université dans sa mission. Euh, donc, pour conclure, on peut retenir que on a un modèle unique d'EHPAD embarqué au cœur de l'université. Et en fait, ce modèle voilà, fait rejoindre les générations, que ce soit des étudiants, des soignants, des enseignants, des chercheurs.
et les personnes de grand âge accueillies. Euh, voilà, et donc aussi, il y a bien un bénéfice réciproque, tu nous as montré, avec cette interdisciplinarité et puis ce croisement des domaines de l'enseignement supérieur, de la recherche, de la formation et puis de l'accompagnement de la personne et du prendre soin. Il est temps de passer aux questions. Lucie, voilà, qui va nous faire part des questions recensées. Je te laisse la main, Lucie. Oui, bonjour à toutes et tous. Merci Clotilde pour cette présentation. Alors, il y a une première question sur le chat où on se demande si vous avez défini un seuil d'âge à partir duquel on entrerait dans le grand âge. En fait, enfin, est-ce qu'on a défini, nous, Ferronvro, non, mais moi, je peux répondre à cette question. On entre dans le grand âge, en fait, quand on est vraiment en perte d'autonomie et quand la dépendance, en fait, devient forte. Souvent, on va dire que c'est après 80, 85 ans. D'ailleurs, l'entrée en EHPAD se retarde de plus en plus. Et c'est aussi pour ça que la durée moyenne de séjour en EHPAD diminue, c'est qu'on a des gens qui arrivent plus âgés, plus fragilisés. Euh, ce qui est, Diane, tu rappelais des chiffres tout à l'heure en propos introductif. Nous, ce qui nous inquiète, on va dire pas mal, c'est que tu parlais de 700 000 justement seniors supplémentaires qui allaient être en perte d'autonomie en 2050. Aujourd'hui, on en a 2 millions à peu près, on considère, des personnes donc en perte d'autonomie. On en aura 2,7 millions ou 2,8 millions dans 25 ans à peine. Et on n'y est pas vraiment préparé. Et en fait, c'est vrai que on a une génération du baby boom, euh, donc des gens plus nombreux, des personnes âgées plus nombreuses, qui vieillissent et qui du coup vivent plus longtemps. Et donc leur dépendance augmente. Et en plus de ça, les troubles cognitifs se développent de plus en plus et les polypathologies en fait existent. Et donc les besoins en soins médicaux et en soins relationnels dans les années à venir, ils vont clairement être plus complexes. Voilà, donc je ne sais pas si je réponds précisément à cette question, mais c'est vrai que c'est pour ça que l'enjeu quand même est assez important et d'autant plus, pardon, je finirai par ça, que si jamais notre système reste celui d'aujourd'hui, euh, dans 30 ans, enfin dans 25 ans, en 2050, il manquera plus de 300 000 places d'EHPAD en France. Et il manquera 200 000 personnes professionnelles pour accompagner en fait ces personnes en situation de perte d'autonomie. D'où le fait que c'est vraiment un enjeu de société crucial et qu'on est fragilisé par le fait que notre gouvernement ne prenne pas vraiment de décision et ne mette pas en place un plan grand âge, justement. Alors, en attendant peut-être d'autres questions sur le chat, pour rebondir sur ça, tu parlais au début, Clotilde, de services d'accompagnement finalement du vieillissement dans des logements adaptés, qui pourrait être finalement qui est avant l'EHPAD. Est-ce que vous réfléchissez à développer le nombre de lits que vous avez sur ces résidences Sabella, je crois? Oui, alors en effet, nous, on n'est pas propriétaire des logements. Ce sont vraiment des logements de bailleurs sociaux de la métropole européenne de Lille. Et ce dispositif, le Savela, en fait, il a été conçu suite à un appel à projet de la métropole européenne de Lille et des bailleurs. Et en fait, le service que nous, on apporte Ferronvro, c'est qu'en fait, on a des assistantes sociales qui viennent, qui sont en contact avec ces locataires et qui viennent leur rendre visite au domicile pour nous assurer que leur logement est bien adapté justement à leur situation, qu'il reste adapté à leur situation, que ces personnes-là ne sont pas trop isolées. Sinon, on les met en lien avec des associations de quartier, les centres sociaux. On leur téléphone régulièrement. Voilà, il y a vraiment un service. SAVELA, ça veut dire service d'accompagnement de enfin, du vieillissement en logement adapté. Et donc, évidemment, ce service, il progresse. On a ouvert 8 logements en décembre dernier. Euh, et donc, c'est pour ça qu'on est aujourd'hui à 80 logements. Mais on sait que les objectifs de la métropole européenne de Lille, c'est de monter à 480
logements accompagnés par le Savela. Et pour l'instant, en tout cas, on est le seul opérateur identifié comme faisant bien ce service. Et donc, on a, on va dire, l'exclusivité de ce marché, enfin de cet accompagnement. Ce qu'on aimerait aussi, c'est développer avec des bailleurs privés. Parce que, comme je vous le disais, comme il manquera 300 000 places d'EHPAD en 2050 en France, c'est crucial de développer des solutions alternatives à l'habitat. C'est aussi pour ça qu'on a récupéré en gestion l'habitat inclusif de 10 logements qui s'appelle les Hirondelles et qui est situé juste à côté de notre établissement Notre-Dame de l'Accueil. En fait, on a 10 personnes qui vivent en totale autonomie, mais qui ont justement financé par leur APA une assistante sociale et animatrice qui, au quotidien, là, pour le coup, vient animer la vie sociale de ces 10 résidents. Et comme ils sont très proches de Notre-Dame de l'Accueil, ils peuvent aussi bénéficier des locaux de l'EHPAD pour certaines activités ou même d'activités d'ailleurs proposées par l'EHPAD. Et mine de rien, bah, c'est aussi une façon peut-être de les préparer à une entrée en établissement le jour où leur autonomie ne leur permettra plus du tout, ou plutôt leur niveau de dépendance ne leur permettra plus d'être en logement indépendant. Donc oui, c'est sûr qu'on réfléchit à ces sujets. Après, on a besoin de l'université pour nous aider à réfléchir justement à ces sujets et à imaginer des choses. Je vous disais qu'il y avait plein de projets qu'on n'avait pas encore étudiés. On adorait par exemple travailler avec l'école de design LI2D pour voilà, concevoir aussi la transformation des habitats, la transformation de nos EHPAD pour qu'ils soient des lieux justement, des vrais lieux de vie, mais adaptés à cette dépendance. Merci Clotilde. Alors, il y a une question sur le chat sur la coopération, enfin, s'il existe des coopérations entre finalement les écoles et les facultés de l'Université catholique de Lille dans le domaine de du gestion et du modèle économique sur le cofinancement du grand âge. Est-ce que vous appuyez sur ces écoles-là et sur ces masters pour vous aider à monter finalement des modèles économiques? Pas encore, mais c'est un vrai sujet dont on discute régulièrement avec Bertrand Daban, le directeur général. Pour justement voir comment est-ce qu'on pourrait étudier, grâce à la Cato, un modèle économique qui soit, on va dire, plus sain, plus stable. 85% des EHPAD aujourd'hui en France sont déficitaires. C'est une difficulté qui n'épargne évidemment pas Féronvro. On travaille évidemment beaucoup à la recherche de financement pour nous aider parce qu'on sent bien qu'on arrive à une certaine limite concernant l'aide de l'État et que nos tarifs, à partir du moment où nous sommes des établissements habilités à l'aide sociale, nos tarifs nous sont imposés par les conseils départementaux. Et pour vous citer un exemple, par exemple, dans le Pas-de-Calais, ces tarifs, ils n'ont pas augmenté pendant une dizaine d'années, alors que le SMIC augmente et que, évidemment, l'inflation augmente, que le coût de l'énergie augmente. Donc, il y a un moment, il y a forcément un déséquilibre entre les recettes et les dépenses. Et donc, oui, on aimerait beaucoup pouvoir se pencher avec évidemment Espol pour travailler et pour imaginer l'évolution des politiques publiques justement du grand âge, mais aussi avec des écoles de commerce ou des facultés comme les sciences humaines et sociales pour travailler sur le modèle économique de nos structures. C'est vraiment un des projets. Tout à l'heure, je vous disais qu'en termes de projet de recherche, nos priorités, c'était comprendre comment est-ce que les personnes vont vieillir, donc en lien très fort avec la gériatrie, et comment notre système justement d'accompagnement et de santé doit évoluer. L'EHPAD 4.0, parce qu'on voit bien à quel point la technologie peut être précieuse pour nous aider, mais aussi un peu envahissante. Mais en effet, un des troisièmes sujets, c'est vraiment ce sujet du modèle économique et du financement. Ouais. Donc on est ouvert hein, à toute proposition. Je ne sais pas s'ils sont connectés des responsables pédagogiques ou d'école, mais on est vraiment ouvert à travailler à ce sujet-là avec des étudiants. Peut-être quelques dernières questions. Moi, je me demandais, Clotilde, est-ce que pour revenir sur le volet service à la société et finalement le lien entre les résidents des EHPAD et les étudiants, est-ce que tu aurais une belle histoire à nous raconter ou en tout cas une qui t'a peut-être plus marqué que les autres? Euh, alors je pense, oui. Alors je pense à deux belles histoires, si tu m'autorises à en citer deux. Une étudiante qui
qui avaient envie de venir en établissement, qui n'étaient pas forcément à l'aise avec le contact avec la personne âgée, mais qui voulaient avec la personne âgée, mais qui voulait rendre service, mais pas forcément voilà, dans la discussion naturelle ou le jeu. Et en fait, qui voulait apprendre le tricot. Et donc, c'est elle, en fait, qui a eu cette idée d'apprentissage du tricot. Et donc, elle est venue une fois par semaine apprendre le tricot. Et petit à petit, en fait, une résidente est venue lui apprendre le tricot. Et puis, ça a fait venir aussi d'autres résidentes qui étaient finalement ravies de retrouver ce geste, en fait, du tricot. Et donc là, on voit bien comment, au départ, une idée d'une étudiante qui peut sembler un peu anecdotique a finalement redynamisé toute une petite équipe en fait de résidentes autour de cet atelier du tricot et leur a permis aussi de retrouver de l'interconnexion entre elles, de discuter voilà de cette passion qu'elles avaient peut-être un peu voilà oubliée ou laissée de côté. Donc je trouve que c'est une très belle histoire parce que ça montre vraiment comment est-ce que la personne âgée peut retrouver de l'utilité. Et puis j'ai une autre histoire que j'aime bien. C'était un étudiant du coup de YouSchool qui est intervenu par le biais de l'engagement citoyen, donc du service learning, en EHPAD et qui, malheureusement pour la Cato, mais a quitté YouSchool parce que cette expérience lui a permis d'avoir une révélation en fait, c'est qu'il souhaite devenir éducateur spécialisé. Donc pas forcément auprès de personnes âgées, mais auprès de personnes en situation de handicap. Et donc il a changé de formation. Mais c'est aussi à ça qu'on sert, hein, c'est à pouvoir ouvrir justement des voies et créer des vocations. Et ça, c'était un étudiant du coup de l'année dernière. Il n'y a pas d'autres questions sur le chat. Peut-être que Diane, je te laisse reprendre la main. En fait, j'ai quand même une question. Est-ce que tu saurais nous dire, Clotilde, avant de conclure, hein, on a encore 5 minutes, est-ce qu'il y a d'autres EHPAD rattachés à des universités en France? Alors oui, pas à des universités privées et pas à l'université, pas à des associations. Mais en fait, évidemment, il y a des EHPAD universitaires parce que souvent, en fait, il y a trois types d'EHPAD en France. Il y a des EHPAD publics, il y a des EHPAD privés commerciaux et il y a des EHPAD associatifs à but non lucratif. Les EHPAD publics, parfois, sont rattachés à des centres hospitaliers universitaires. Et donc oui, il existe ça porte pas vraiment ce nom et il joue pas tellement sur ce nom d'EHPAD universitaire. Je ne sais pas non plus en quelle mesure il développe beaucoup de projets entre l'université et les EHPAD. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a des EHPAD qui sont rattachés à des centres hospitaliers universitaires. Bon, merci pour ces précisions, Clotilde. Diane, si tu me Euh, permets, une oui. dernière question moi, que j'avais, c'est est-ce que finalement l'association Centre Ferron-Rond, vous accompagnez aussi la question de l'aidance en entreprise? Est-ce que vous avez des liens avec les entreprises sur ces questions-là? Est-ce qu'on vous interroge? Oui, on les développe. Clairement, on nous sollicite énormément. En fait, les maisons des aidants ont eu beaucoup de pubs hein, au niveau territorial et au niveau national, et tant mieux, parce qu'on sait que le sujet de l'aidance, en fait, il va forcément accompagner les enjeux du vieillissement et on sait qu'on ne pourra pas se passer d'aidant. Au contraire, le rôle de l'aidant, c'est un rôle qui est extrêmement compliqué, qui peut vraiment être usant. Et évidemment, on fait beaucoup d'analyses et on le voit dans l'accueil que l'on a dans nos maisons des aidants, que les aidants sont pas forcément les conjoints de personnes justement en perte d'autonomie à domicile, ce sont aussi les enfants. Et donc, bien souvent, les enfants sont encore dans une vie active, une vie professionnelle. Euh, et, euh, et ne peuvent pas être aidants à plein temps, mais pour autant, en fait, c'est un deuxième métier, clairement. Donc, ça leur prend énormément de temps par semaine. Donc, on travaille beaucoup sur ce sujet de l'aidance. On est d'ailleurs accompagné par des mécènes de la Cato pour ce sujet-là, parce qu'on a mené beaucoup d'enquêtes sur, qu'on a appelé justement les super aidants, hein. On a eu une thèse dont j'ai pas parlé, mais qui a été faite par Nicolas Westrelin sur les conjoints de proches atteints de démence, justement à domicile,
donc les super aidants. On a aussi travaillé sur la pair aidance. Comment est-ce que des aidants peuvent aider justement d'autres aidants? Et puis on a travaillé, tu l'as dit tout à l'heure, je crois, Diane, sur une enquête à la Cato auprès des jeunes aidants, parce qu'on s'est rendu compte que 15% de nos étudiants étaient dans des situations d'aidance. Et ça doit nous préoccuper. Nous, Maison des aidants, parce que comment est-ce qu'on adapte notre proposition d'accompagnement, de conseil, d'orientation à cette population de jeunes étudiants aidants, et comment est-ce que la Cato peut aussi prendre en considération euh, peut-être pas dans son programme de formation, quoique, mais dans l'organisation aussi du temps étudiant, le fait d'avoir des étudiants aidants. Et certains déclaraient être aidants plus de 30 ou 40 heures par semaine, je crois. Donc c'est énorme. Pour les entreprises, on est extrêmement sollicité parce que les entreprises se saisissent en fait de ce sujet pour justement pouvoir accompagner leurs salariés dans cette situation. Et donc, on intervient. Pour l'instant, c'est plutôt de cette façon-là. On intervient pour sensibiliser en fait les entreprises à ce sujet justement problématique de l'aidance et de l'épuisement des professionnels. Merci Clotilde. J'imagine que là aussi, dans ce domaine, il doit y avoir beaucoup de choses à développer. Mais nous approchons de la fin. Il est 9h29. On aura tenu la promesse de l'heure. 1 heure pour tout comprendre. Aujourd'hui, particulièrement sur voilà, les EHPAD universitaires, les EHPAD et la démarche universitaire et la singularité de l'Université catholique de Lille. Un grand merci déjà à nos auditeurs. Merci à toi, Clotilde, pour tous ces partages. Et voilà, on sait qu'on peut revenir vers toi si on a plein de questions. Un grand merci à toi, Lucie, et aux équipes en coulisses qui ont permis le bon déroulement de ce webinaire. Pour en savoir plus, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, tout simplement. Déjà, une première étape. Et puis, pour en savoir davantage, n'hésitez pas à nous contacter, donc vous rapprocher de Pia Doisy, qui nous écoute, ou moi-même, pour qu'on puisse ensuite vous relayer, vous mettre en lien avec voilà, les personnes voilà, qui pourraient apporter des éclairages sur vos questions. Un grand merci à tous et puis je vous souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup.